Vous savez, on passe toute sa vie à croire que la paix est un trophée, comme si elle se trouvait au sommet d'une montagne très haute et que, seulement après avoir beaucoup transpiré et s'être épuisé, on pouvait enfin se reposer. On lutte, on s'efforce. On tente de contrôler chaque détail de la journée et il semble que plus on serre la main, plus la vie nous glisse entre les doigts. C'est curieux comme on porte le monde sur ses épaules sans s'en rendre compte. On s'inquiète de ce que les autres pensent, des délais qui n'attendent pas, d'une vie qui semble toujours courir devant nous. Et, dans toute cette hâte, on oublie que le fleuve ne coule pas plus vite parce que nous sommes pressés. Il coule, tout simplement. Si aujourd'hui vous avez besoin d'un moment de répit, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire simple, silencieuse, mais qui m'a appris quelque chose d'important. Peut-être que, comme cela m'est arrivé, elle vous aidera à lâcher un peu de ce poids que vous ne devriez même pas porter. Avant de continuer, j'ai laissé un petit cadeau épinglé en commentaire. Pensez justement pour cet instant de pause et de soin de soi. Et si ce moment vous fait du bien, aimez et abonnez-vous pour continuer à recevoir de nouveaux contenus. Pour que je puisse vous connaître un peu mieux ici, laissez dans les commentaires un simple « Je suis en paix ». Ainsi je saurai que vous m'écoutez et nous pourrons commencer ce voyage ensemble. Le titre de l'histoire d'aujourd'hui est « L'homme qui s'assit au bord de la rivière et découvrit que la hâte ne mène pas à la paix ». Il y a bien des années, quand mes pas étaient encore rapides et que mon bâton de bambou était encore neuf et d'un vert éclatant, je me suis retrouvé dans un petit monastère niché sur le flanc d'une très haute montagne, là-bas, dans les terres lointaines du Tibet. L'air était si rare et si pur qu'on aurait dit qu'on pouvait toucher le ciel en tendant simplement les doigts, et le froid du matin n'était pas quelque chose qui blessait, mais quelque chose qui nous éveillait à la vie, comme l'étreinte glacée d'un vieil ami qui nous invite à voir le soleil se lever. Je me souviens d'un moine très vieux, dont les rides autour des yeux racontaient plus d'histoires que les livres de l'immense bibliothèque de parchemin que le temple abritait. Il passait ses après-midi assis sur un banc de pierre à observer les nuages, sans dire un seul mot pendant des heures, respirant simplement le silence de cette immensité bleue. Un jour, je l'ai vu sourire alors qu'un voyageur pressé, chargé de valises lourdes et de préoccupations qui débordaient sur son front en sueur, se plaignait de la couleur de la tunique du moine, disant que ce ton safran ne s'accordait pas avec le gris des pierres et qu'il devrait porter quelque chose de plus moderne pour attirer de nouveaux disciples au temple. Le moine ne dit rien, il ne changea même pas le rythme de sa respiration. Il continua simplement à observer les nuages qui se défaisaient et se reformaient au-dessus de la vallée profonde. Plus tard, alors que le soleil se couchait et peignait l'horizon d'un orange profond et d'un violet presque mystique, il m'appela d'un geste doux et me dit, d'une voix qui ressemblait au murmure du vent dans les fentes des rochers, que le fleuve ne s'arrête jamais de couler parce qu'une pierre sur le chemin le trouve trop bruyant. Ces mots sont restés gardés dans une petite boîte douillette à l'intérieur de ma mémoire, enveloppée de soie invisible, et aujourd'hui, alors que le temps court dehors avec sa hâte coutumière, je me souviens de l'histoire de Maître Han, un homme qui vivait dans une vallée silencieuse et qui comprenait très bien la valeur de ce silence intérieur, loin du bruit des opinions d'autrui qui tentent de voler notre tranquillité. Maître Han n'était pas un moine en tunique, ni un maître qui dictait de grandes philosophies tirées de livres poussiéreux. Il était, tout simplement, un fabricant de bancs. Il vivait dans un petit village où les maisons étaient de pierre et de bois, et où le temps semblait avoir décidé de faire une sieste permanente, oubliant de regarder l'horloge. Sa maison était faite de bois clair, avec un toit de paille épaisse qui, les jours de chaleur, exhalait une odeur sucrée de soleil et de champs secs. Chaque matin, Maître Han s'éveillait avant même que le premier rayon de soleil ne touche le sommet des arbres de la forêt qui entouraient le village. Il n'avait pas besoin de réveil bruyant qui effraie le cœur. Son corps, déjà parfaitement ajusté au rythme des décennies, s'éveillait de façon douce, comme une feuille qui se détache de la branche en automne, flottant sans hâte jusqu'au sol. Il s'asseyait au bord du lit, sentant la texture du drap de coton épais et rustique sous les paumes de ses mains. Ses doigts étaient grands, avec des jointures marquées par le travail constant,
et par la sagesse de l'âge. Mais il possédait une délicatesse que seul le temps et la patience peuvent enseigner à qui accepte d'écouter le matériau avec lequel il travaille. Il enfilait ses pantoufles de tissu souple qui faisaient un bruit presque inaudible de frottement sur le plancher de bois de pin, un son qu'il connaissait aussi bien que les battements de son propre cœur dans le silence de l'aube. La première chose que Han faisait était de préparer le feu dans le petit poêle d'argile de la cuisine, un coin de la maison où l'odeur des matins passés semblait toujours présente, comme si les murs gardaient la chaleur de tous les hivers. Le rituel se faisait avec une lenteur qui ressemblait à une prière silencieuse. Il prenait de petites brindilles sèches dans un panier d'osier, sentant la rugosité de l'écorce, la légèreté de chaque morceau et le son sec qu'il faisait en se touchant. Il les disposait avec un soin chirurgical, formant une petite cabane de bois précise à l'intérieur du foyer sombre. L'allumette craquée apportait une petite lumière, tremblante et courageuse, et bientôt l'odeur réconfortante de la fumée d'eucalyptus remplissait la pièce, montant en spirale grise par la cheminée de pierre. Il posait une bouilloire en fer sombre sur la flamme qui commençait à danser. La bouilloire était lourde, solide et portait des marques profondes d'usage, de petites cicatrices de feu et de temps que Han appréciait immensément, car elle montrait que cet objet avait rempli sa fonction honnêtement pendant de très nombreuses années, sans jamais se plaindre de la chaleur ou du poids de l'eau. Pendant que l'eau chauffait, il s'approchait de la fenêtre et observait la rosée sur les feuilles des camélias du jardin. La lumière de l'aube était d'un bleu pâle, presque transparent, et le silence était si profond qu'il pouvait entendre, s'il fermait les yeux, le craquement minime du bois de la maison se dilatant en recevant la première chaleur du poêle. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air, un mystère silencieux qui semblait venir d'une bûche de chêne qu'il avait rapportée de la forêt la veille. Quand l'eau commençait à chanter, un son qui débutait doucement et montait jusqu'à rappeler un vent lointain entre les pins d'une montagne, Han versait le liquide chaud sur les feuilles de thé dans un bol en céramique fait à la main. Il observait les feuilles sèches, sombres et enroulées sur elles-mêmes, s'ouvrir lentement dans l'eau chaude comme des fleurs s'éveillant d'un long sommeil d'hiver. La vapeur montait en colonnes délicates et réchauffait son visage, apportant un arôme de terre humide, de forêt fraîche et de vie qui germe sans demander la permission. Il tenait le bol à deux mains, sentant la chaleur passer de la céramique à sa peau, réchauffant ses os un peu fatigués par la fraîcheur de la nuit. Boire le thé n'était pas quelque chose qu'il faisait seulement pour étancher sa soif ou pour éveiller son corps au travail. C'était la journée elle-même qui se déroulait à cet instant précis. Chaque gorgée était savourée avec une attention pleine, sentant le liquide descendre chaud, apportant une sensation de présence, de sécurité et de calme absolu. Il ne pensait pas à ce qu'il devait faire après, ni si les voisins allaient commenter le fait qu'il soit encore là, assis dans la pénombre, alors que d'autres étaient déjà au champ. Il était simplement là, avec son thé, la chaleur du feu et la naissance de la lumière. Après avoir terminé sa boisson, sentant que chaque cellule de son corps était maintenant en harmonie avec l'environnement, Han marchait jusqu'à son atelier qui se trouvait à l'arrière de la maison, protégé par l'ombre bienveillante d'un figuier immense et très ancien, dont les racines semblaient embrasser la terre même avec force et amour. L'atelier était un sanctuaire de paix. Le sol était toujours couvert d'une fine couche de sueur claire qui ressemblait à une neige chaude, douce et intensément parfumée. L'odeur du cèdre, du pin et du chêne se mélangeait dans l'air immobile, créant un parfum que Han trouvait bien supérieur à n'importe quel encens coûteux de temple urbain. Il passait ses mains sur les outils qui étaient parfaitement alignés sur la paroi de bois. Des ciseaux aux manches de bois usés et polis par la sueur de ses mains au fil des décennies, des scies aux dents acérées qui brillaient dans la lumière faible, des rabots de fer lourds qui semblaient se reposer de batailles passées. Il connaissait chacun d'eux au toucher, à la vibration et au poids. Ce jour-là, il avait un but simple, mais qui exigerait toute son âme, terminer un banc de chêne qui serait placé au bord du chemin menant au belvédère de la colline, un endroit où les gens avaient l'habitude d'aller
pour voir le coucher du soleil, mais où il n'y avait jamais d'endroit confortable pour s'asseoir et simplement contempler la beauté de la vie. Il choisit une pièce de bois qui reposait dans un coin de l'atelier depuis des mois, attendant le bon moment pour être appelé à la vie. C'était un bois de chêne sombre, dense, lourd, et dont les veines ressemblaient à des dessins complexes de rivières et de montagnes sur une carte ancienne. Anne s'assit sur son banc de travail, ajusta sa posture et commença à utiliser le rabot. Le mouvement était rythmique, presque une danse sacrée. Il n'utilisait pas seulement la force brute de ses bras, mais poussait l'outil avec le poids de tout son corps, gardant les pieds fermes sur le sol couvert de sueur. Le son de la lame coupant le bois était un sifflement continu, propre et immensément satisfaisant. Chi-i, chi-i, chi-i. De longs et fins rubans de bois, translucides comme du papier de riz et bouclés comme les cheveux d'un enfant, tombaient doucement sur le sol, augmentant le tapis de sueur qui amortissait ses pas. Anne s'arrêtait de temps en temps, essuyait la sueur de son front avec le dos de sa main et passait sa paume calleuse sur la surface en cours de nivellement. Il cherchait la douceur absolue. Ses doigts, entraînés par des années de contact avec la matière, cherchaient la moindre imperfection, la moindre rugosité qui résisterait encore à la lame. Il n'avait aucune hâte. Il savait que le bois, tout comme les gens, a son propre temps pour se révéler et pour accepter la forme qui lui est donnée. Et c'est à ce moment qu'il remarqua un nœud dans le bois qui ressemblait à un œil fermé, gardant les secrets des tempêtes passées. Pendant qu'il travaillait, absorbé par le son et le toucher, un voisin nommé Monsieur Lee passa devant la basse clôture de pierre. Monsieur Lee était un homme bon, au cœur généreux, mais son esprit était comme une cage pleine d'oiseaux inquiets qui ne cessaient de pépier et de battre des ailes. Il vivait constamment inquiet de ce que les gens du village commentaient sur la place, du prix incertain des grains à la récolte et de la manière dont les autres menaient leur propre vie, comme si le monde dépendait de son jugement constant pour continuer à tourner. Il s'arrêta, s'appuya sur la clôture de bois et observa Han travailler pendant de longues minutes, le front plissé dans une expression d'incompréhension. « Han, mon cher ami, pourquoi dépenses-tu autant de temps et d'énergie à poncer cette partie inférieure du banc, cette partie qui fait face au sol et que personne ne verra jamais ?» demanda M. Lee, d'une voix chargée d'une curiosité anxieuse et presque affligée. « Absolument personne ne se donnera la peine de se baisser pour regarder là-dessous. Les gens qui s'assiéront là-haut sur la colline voudront seulement savoir si le banc est assez solide pour ne pas tomber. Tu perds des heures précieuses pour quelque chose qui restera caché pour toujours. Les gens du village vont commencer à dire que tu deviens vieux, distrait et lent, que tu ne connais plus la valeur réelle du temps et que tu te perds dans des bêtises inutiles. Cela ne t'importe pas ce qu'ils diront de toi dans ton dos ?» Maître Han arrêta le mouvement rythmique du rabot. Il posa l'outil sur l'établi avec une douceur qui démontrait un profond respect pour l'objet. Il regarda M. Lee avec un regard serein, limpide, sans aucune ombre d'irritation ou de besoin de se justifier. Il sentit la brise légère qui soufflait de la vallée, balançant les larges feuilles du figuier au-dessus d'eux, produisant un bruit de papier de soie froissé. Le son des feuilles était comme un applaudissement doux et constant de la nature pour le travail qui s'accomplissait là, dans le silence du matin. « Tu sais, mon cher Lee, dit Anne de sa voix posée et profonde, chaque mot pesant le calme de celui qui n'a pas besoin d'affirmation extérieure, ce chêne que je façonne maintenant a mis peut-être 80 ou 100 ans pour pousser dans la forêt et devenir ce bois fort et résistant. Il a affronté des tempêtes terribles qui ont plié ses branches, des hivers rigoureux où la glace l'a presque brisé et des étés de sécheresse où ses feuilles ont flétri de soif. Il n'a pas poussé en se demandant si quelqu'un, un jour, le trouverait beau ou si les oiseaux qui se posaient sur ses branches ressentaient une quelconque gratitude pour son ombre généreuse. Il a simplement été un arbre, remplissant son rôle avec intégrité au milieu de la forêt. Maintenant qu'il devient un banc entre mes mains, je le traite avec le même respect qu'il a traité la forêt pendant un siècle. Je sais que le dessous est lisse. Mes doigts le savent chaque fois qu'ils touchent le bois. Le banc lui-même le sait.
Si je m'inquiétais, même une seconde, de ce que les gens diront sur ma vitesse ou sur ma méthode, mon cœur s'emballerait, ma respiration deviendrait courte et ma main, c'est certain, tremblerait au moment de la coupe la plus délicate. Le banc sortirait tordu, sans âme, sans vérité. Je ne travaille pas pour les yeux des autres, Lee. Je travaille pour le silence que je ressens ici, à l'intérieur, quand le bois et moi sommes en parfaite harmonie. L'opinion des autres est comme le vent qui passe dans les branches du figuier. Elle fait un bruit passager, mais elle n'a pas la force de changer la racine profonde de l'arbre. Monsieur Lee secoua la tête lentement, les yeux encore pleins de doutes et d'ombre, sans parvenir à comprendre tout à fait comment on pouvait vivre sans le poids constant du regard d'autrui sur les épaules. Il poursuivit son chemin de ses pas rapides et bruyants, retournant à ses préoccupations et au bruit des conversations du village. Anne sourit de façon presque imperceptible, un sourire qui naissait plus dans ses yeux que sur ses lèvres, et se remit à son travail avec un calme renouvelé. Il prit alors un morceau de papier de verre très fin, presque comme un tissu de soie, et commença à le passer sur les coins arrondis du banc. Le mouvement était circulaire, constant et extrêmement lent, comme s'il caressait un animal de compagnie qui dort. Il sentait la chaleur agréable générée par le frottement de l'abrasif contre les fibres du bois, une chaleur qui semblait venir du cœur même du chêne. La poussière fine, claire comme une poussière d'étoiles, montait et dansait gracieusement dans les rayons de soleil qui traversaient les feuilles du figuier, créant des colonnes de lumière dorée qui semblaient relier le sol de Sûre au ciel de l'atelier. Il se sentait faire partie de cette lumière, partie de cette poussière et partie de ce morceau de chêne. Il n'y avait là ni un homme inquiet de sa vieillesse, ni un artisan en quête d'éloge, de gloire ou de prix. Il n'y avait que l'acte pur de poncer, le son hypnotique de l'abrasif et la texture se transformant de brut en une surface qui rappelait la peau d'un fruit mûr. Soudain, un bruit étrange vint du fond de l'atelier, comme si quelque chose bougeait dans l'ombre, et Anne s'arrêta pour écouter. Les heures passaient comme des nuages lents et gras dans le ciel bleu d'un été sans fin. Anne découvrit que le bruit n'était qu'un petit écureuil cherchant des graines oubliées parmi la sûre, et il sourit de la simplicité de cette petite vie. Il fit une pause naturelle pour le déjeuner, quand le soleil était au zénith, éclairant tout sans laisser d'ombre. Il marcha calmement jusque à son petit potager, où les plants de tomates étaient chargés et où l'odeur du basilic remplissait l'air tiède et vibrant. La terre était chaude sous ses pieds nus, une sensation de connexion et d'ancrage qu'il aimait profondément et qui renouvelait ses énergies d'homme mûr. Il se lava les mains dans le bac de pierre ancienne, observant avec fascination les bulles de savon disparaître dans l'eau courante qui venait d'une source proche, emportant les résidus du travail matinal. Il prépara une soupe de légumes simple, coupant chaque élément avec le même soin et la même précision qu'il coupait le bois de ses bancs. Il appréciait les couleurs vibrantes que la nature offrait généreusement, l'orange intense de la carotte, le vert profond et vif de l'épinard, le blanc pur et solide du navet. Il mangeait lentement, assis sur un banc rustique sur la véranda de bois, mâchant chaque morceau avec une attention pleine, sentant la saveur réelle, la texture et l'énergie de chaque aliment que la terre lui avait donné. Souvent, il voyait les gens manger avec hâte, parlant en même temps, pensant au prochain engagement ou à la prochaine conversation qu'ils auraient au village, perdant complètement le banquet sensoriel qui était juste devant eux. Pas Anne. Il honorait l'aliment, le soleil qu'il avait fait croître, la pluie qu'il avait nourrie et la terre qu'il avait soutenue si longtemps. L'après-midi, l'air était plus dense et le son des cigales dans les arbres voisins était comme un chœur rythmique qui marquait le temps de la nature elle-même. Anne retourna au banc de chêne, qui semblait maintenant briller même sans huile. C'était le moment d'appliquer la protection qui garderait le bois des intempéries, du soleil fort de midi et de la pluie glacée qui viendrait avec les saisons d'hiver. Il utilisait une huile naturelle qu'il préparait lui-même avec patience en utilisant des graines et des écorces d'arbres de la région, exhalant une légère et délicieuse odeur de noix, de forêt et de résine. Il trempait un chiffon de coton propre et doux dans l'huile et le passait sur la surface du chêne avec des mouvements longs, fluides et circulaires.
La transformation qui s'opérait sous ses yeux était toujours quelque chose qu'il considérait comme magique, peu importe les milliers de fois qu'il l'avait vu au cours de sa vie. Le bois, qui paraissait auparavant pâle et sans vie à cause du ponçage, gagnait soudain une profondeur vibrante et chaleureuse. Les veines s'assombrissaient, brillaient et se révélaient dans toute leur complexité, montrant des dessins qui s'étaient formés au fil de décennies de croissance silencieuse au milieu de la forêt épaisse. Han observait comment le bois absorbait l'huile, comme s'il buvait avidement après une longue marche sous le soleil du désert. Il passait le chiffon à plusieurs reprises, avec une tendresse qui ressemblait à une caresse sur un animal de compagnie ou sur un petit-fils chéri qui vient de s'éveiller. Alors qu'il voyait le banc briller sous sa main ferme, Han réfléchissait, sans aucun jugement pesant, à la manière dont la vie de tant de gens au village et dans les grandes villes qu'il avait connues dans sa jeunesse agitée était gâchée à essayer de peindre une façade colorée et brillante seulement pour que les autres la voient de loin, alors qu'à l'intérieur, le bois de l'âme restait sec, cassant et complètement sans vie. Il voyait les inquiétudes constantes des habitants pour savoir qui avait la maison la plus imposante, qui portait les vêtements au tissu le plus cher rapportés de loin, qui avait les enfants qui accumulaient le plus de pièces d'or ou qui étaient le plus cités lors des rencontres sociales du dimanche. Pour Han, tout cela revenait à poser une couche grossière de peinture, bon marché et sans éclat, sur un bois noble et rare, qui n'avait besoin de rien de tel. La peinture cachait la beauté réelle, les nœuds, les marques et l'histoire sacrée du bois en échange d'une approbation superficielle et passagère que le premier vent de tempête emporterait sans laisser de traces. Le chêne sous ses mains n'avait pas besoin de peinture pour être important ou pour avoir de la valeur. Il avait seulement besoin d'être révélé dans son essence la plus pure et soigné, avec une honnêteté qui ne cherche pas les applaudissements. En fin d'après-midi, quand la lumière commençait à devenir d'un doré rougeoyant, presque couleur de miel, et que les ombres s'allongeaient élégamment sur le sol de terre de l'atelier, le banc était enfin prêt. C'était une pièce simple à regarder, sans ornements exagérés cherchant à impressionner, sans sculpture compliquée qui pourrait accumuler la poussière du temps ou distraire le regard de la beauté intrinsèque du bois lui-même. Il avait 4 pieds robustes et légèrement inclinés pour donner de la stabilité même sur les terrains irréguliers de pierre, une assise large et doucement incurvée pour accueillir le corps avec un confort naturel, et un dossier bas qui offrait le soutien exact à la base des dos fatigués. Mais il y avait en lui une dignité silencieuse, une présence qui semblait irradier une paix ancienne. Han le porta avec soin, sentant la solidité et le poids de l'objet jusqu'au sommet de la colline. Le chemin était de terre battue, bordé de fleurs sauvages qui commençaient à fermer leurs pétales avec l'arrivée de la nuit, exhalant un parfum suave de fraîcheur et de forêt. Il marchait lentement, sentant le poids du banc sur ses larges épaules de travailleur, un poids qui ne le fatiguait pas de mauvaise façon, mais qui le connectait au résultat de sa journée de travail intègre et dévouée. Soudain, il vit une silhouette assise sous le figuier du belvédère, quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à trouver là, à cette heure tardive. En s'approchant, il s'aperçut que c'était Hannah, la tisserande du village. Elle était assise dans l'herbe, les yeux rouges de quelqu'un qui avait beaucoup pleuré. Han ne demanda rien immédiatement. Il posa simplement le banc de chêne à l'endroit exact qu'il avait prévu, ajusta les piédocs dans la terre et fit un geste silencieux pour que Hannah s'assoie. La jeune femme accepta l'invitation, sentant la fermeté et le confort du bois neuf sous son corps épuisé. Le silence entre eux deux était confortable, comme une couverture chaude par une nuit de gel. Le soleil finit par disparaître, laissant une traînée d'étoiles qui commençait à scintiller au plafond du monde. « Maître Han !» dit Hannah d'une voix toute faible, comme le pépiment d'un oiseau blessé. « Je n'en peux plus des exigences des gens du village. Ils disent que mes tapisseries ne sont pas assez colorées, que je devrais utiliser des fils de soie au lieu de la laine, que je suis trop lente pour livrer les commandes. J'essaie de plaire à tout le monde. Je change mes dessins, je travaille jusqu'à ce que mes mains saignent, mais ce n'est jamais assez. Ils ont toujours quelque chose de mal à dire,
il trouve toujours que je devrais être quelqu'un d'autre. Je me sens comme un arbre qui est taillé par tant de mains différentes qu'il ne sait plus de quel côté pousser. Que dois-je faire pour ne plus accorder autant d'importance à ce qu'ils disent? Comment réussissez-vous à vivre ainsi, si en paix, alors que tout le monde vous traite de fou parce que vous passez la journée à poncer le dessous d'un banc? Han regarda l'horizon où la lune commençait à monter, pâle et silencieuse. Il respira l'air froid de la nuit et sentit l'odeur du bois neuf du banc qui servait maintenant de consolation à la jeune tisserande. « Hannah, ma fille, » dit-il avec une douceur qui semblait venir du centre de la terre, « regarde cette lune là-haut. Elle ne brille pas pour que nous la voyions, elle brille parce que c'est sa nature de briller. Si les gens au village disent qu'elle est trop pâle aujourd'hui ou qu'elle est cachée derrière les nuages, la lune ne change pas son éclat pour tenter de leur plaire. Elle continue son chemin dans le ciel, fidèle à son propre rythme, sans écouter les cris ou les éloges de ceux qui sont ici en bas. Tu te sens fatigué parce que tu essaies de porter leurs opinions sur tes épaules comme si c'était des sacs de pierres qui t'appartenaient. Mais ces pierres sont les leurs, Hannah. Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui reste le cadeau? À celui qui a tenté de le donner, n'est-ce pas? Eh bien, une opinion malveillante, c'est la même chose. Si tu ne l'acceptes pas dans ton cœur, elle continue d'appartenir à celui qui l'a dite. Ils disent, moi, que ce banc est simple. Ils disent que je perds mon temps là où personne ne voit. Mais regarde comme il te soutient maintenant. Regarde comme il n'a pas besoin de sculptures d'or pour être un lieu de repos. Tu es comme ce chêne, Hannah. Tu as des fibres fortes, tu as une histoire que toi seul connais. Ne laisse pas ceux qui n'ont jamais tenu un métier à tisser ou senti l'odeur de la laine dire comment doit être ton dessin. Ton dessin est ta vérité, et ta vérité est le seul endroit où tu peux vraiment te reposer. Hannah resta silencieuse pendant un long moment, laissant les paroles de Han entrer dans son âme comme la pluie entre dans la terre sèche. Elle passa sa main sur le dossier du banc, sentant la douceur que Han avait créée avec tant de soin dans son atelier. Elle comprit que le dessous poncé n'était pas une perte de temps, c'était la garantie que le banc était intègre en entier, de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas. C'était la preuve que Han respectait son travail, peu importe qui regardait. Elle sentit une larme couler, mais cette fois ce n'était pas de douleur, c'était de soulagement. Elle comprit qu'elle pouvait lâcher les sacs de pierre qui n'étaient pas les siens. « Maître, j'ai compris », chuchota-t-elle, avec un éclat nouveau dans les yeux qui reflétait la lumière des étoiles. « Leur bruit n'est que du vent dans les feuilles. La racine est à moi. » Han sourit et se leva. Il savait que le banc avait rempli sa première et plus importante mission. Il commença à descendre le sentier, laissant Hannah là, assise dans le confort du chêne, apprenant à écouter son propre silence. Ses pas sur le chemin de terre étaient lents, mais extrêmement sûrs, car il connaissait chaque courbe, chaque pierre et chaque inclinaison de ce sol qui le soutenait. Il n'avait aucune hâte de rentrer chez lui, car il comprenait que le chemin lui-même était aussi sa maison, son foyer et son moment de vie pleine. En entrant dans son atelier silencieux, l'odeur du bois brûlé du déjeuner et de la sciure fraîche flottait encore dans l'air, l'accueillant de nouveau comme une vieille connaissance. Il n'alluma pas les lampes à huile bruyante. Il laissa la lumière argentée de la lune, qui entrait généreuse et silencieuse par les fenêtres ouvertes, guider ses mouvements précis et tranquilles. Il se prépara pour le sommeil avec la même calme ritualiste avec lequel il avait commencé la journée dans cette aube lointaine. Il se lava le visage avec l'eau fraîche de la bassine de céramique, sentant le soulagement immédiat sur sa peau et la fraîcheur nettoyant les résidus de la poussière du travail honnête. Il s'allongea dans son lit simple et sentit son corps se détendre profondément, chaque muscle se relâchant et se fondant dans le matelas de paille comme s'il était embrassé par la terre même qu'il aimait tant. Avant de fermer les yeux et de se livrer au repos mérité, il entendit le son d'un grillon chantant dans un coin caché du salon. C'était un son constant, petit, rythmique, mais qui semblait remplir tout l'espace de la maison d'une vibration de vie pure. Le grillon ne s'arrêtait pas pour demander si quelqu'un au village écoutait son chant, s'il trouvait sa musique belle, ou s'il préférait le chant du rossignol coloré. Il ne tentait pas de chanter plus fort ou plus merveilleusement que les autres êtres de la nuit,
juste pour attirer l'attention ou des éloges vides. Il était simplement un grillon, chantant sa musique nécessaire dans l'obscurité accueillante de la nuit, fidèle à sa propre essence d'être petit et sonore. Anne sourit dans la pénombre de l'alcôve, sentant sa poitrine légère. Il était fatigué, certes, mais c'était une bonne fatigue, une fatigue remplie de sens, de quelqu'un qui avait utilisé sa journée pour créer quelque chose de réel, quelque chose qui resterait là, après son départ. Ses préoccupations étaient comme les feuilles sèches qui tombaient pâques du figuier en automne. Le vent les emportait sans effort, et la terre les transformait en quelque chose de nouveau, en engrais pour de nouvelles vies à venir. Il n'emportait pas dans son sommeil le jugement précipité des jeunes du sentier, ni l'anxiété constante et bruyante de M. Lee, ni le poids du monde qui tentait d'entrer par sa porte. Il emportait dans ses rêves seulement la sensation tactile du bois lisse et parfait sous ses doigts, et la paix indescriptible de savoir que, sur cette colline silencieuse, il y avait désormais un lieu sacré où n'importe quel voyageur fatigué, n'importe quelle âme surchargée par les exigences du monde pourrait s'asseoir, fermer les yeux et simplement être, sans que personne n'exige rien, sans que personne ne juge son silence. Et ainsi, bercé par le silence profond de la vallée, par le parfum du chêne et par le chant honnête du grillon, maître Anne s'endormit, le cœur aussi léger et aussi libre que les fins rubans de bois qui reposaient en paix sur le sol de son atelier. Le matin suivant, le cycle de la vie recommencerait avec la même délicatesse que toujours. L'eau chanterait dans la bouilloire en fer, le thé ouvrirait ses feuilles dans la céramique et Anne trouverait, dans la répétition sacrée de ces gestes simples, tout le sens et toute la beauté que le monde moderne, avec sa hâte démesurée et ses jugements vides, oublie souvent de chercher dans les coins cachés. Car il avait découvert, entre rabots, abrasifs et chênes centenaires, que la véritable liberté d'une âme ne réside pas dans le fait d'être vue ou admirée par le monde entier, mais dans le fait de réussir à voir le monde lui-même avec des yeux qui n'ont pas besoin d'approbation extérieure pour trouver leur propre lumière, leur propre vérité et leur propre paix éternelle. La vie de Anne continuait ainsi, comme un courant d'eau limpide qui coule sans hâte entre les pierres d'un ruisseau de montagne. Quelques semaines après l'installation du banc sur la colline, l'automne commença à peindre les forêts de tons de cuivre et d'or vieux, transformant le paysage en un tableau vivant de couleurs chaudes. L'air devint plus frais, et les matins s'habillèrent d'une brume fine qui semblait envelopper les maisons du village, dans une étreinte de mystère et de réconfort. Anne aimait immensément ce temps de transition. Pour lui, l'automne était le moment où la nature nous enseignait à lâcher ce qui n'était plus nécessaire, à laisser tomber les feuilles sèches pour que l'essentiel puisse se reposer et se renouveler durant l'hiver rigoureux qui approchait. C'était un temps de recueillement, de regard intérieur et de préparation du bois pour le froid qui viendrait sans faute. Un après-midi, alors qu'il était dans l'atelier en train de polir le manche d'un nouveau marteau qu'il avait lui-même fabriqué pour remplacer un ancien qui s'était cassé, une silhouette différente apparut au portail. C'était un homme riche de la grande ville, vêtu de soie coûteuse et portant une montre en or dans sa poche. Il avait entendu parler du fameux banc qui apportait la paix et voulait en commander 100 pour les placer dans les jardins de son manoir luxueux. L'homme parlait vite, bousculant les mots, et offrait une somme immense d'argent, de quoi permettre à Anne de vivre dans le luxe pour le restant de ses jours. Il voulait les bancs comme prêt dans un mois et suggéra que Anne utilise un bois moins cher et peigne le tout en doré pour paraître plus coûteux. Maître Anne écouta tout en silence, sans interrompre, tout en continuant à polir le bois du marteau avec des mouvements lents et constants. Il sentait l'odeur du vernis naturel et la chaleur du soleil qui entrait par la fenêtre. Quand l'homme riche s'arrêta enfin pour respirer, Anne le regarda avec ses yeux qui semblaient voir à travers les choses. « Monsieur, dit Anne, d'une voix qui avait le calme d'un lac profond, je vous remercie pour votre offre généreuse, mais je crains que nous ne puissions pas faire affaire. Je ne sais pas faire 100 bancs. Je ne sais faire qu'un banc à la fois, et chacun d'eux prend le temps que le bois décide de prendre. Si j'utilisais un bois bon marché et que je le peignais en doré, je mentirais aux matériaux et à moi-même. Le banc sur la colline est spécial,
non pas parce que je suis un maître, mais parce que j'ai respecté son temps. Vous voulez acheter la paix, mais la paix n'est pas quelque chose que l'on commande en gros. Elle est quelque chose que l'on cultive dans le silence du travail bien fait. L'argent que vous offrez est beaucoup, mais il ne peut acheter le plaisir que je ressens en voyant une bûche de chêne se transformer en repos sous mes mains. Je préfère rester ici, avec ma sueur et mon thé, en étant maître de mon propre temps, plutôt que d'être esclave de votre hâte en échange de pièces qui ne connaissent pas l'odeur de la forêt. L'homme riche resta bouche bée. Il n'avait jamais entendu un « non » de la part d'un homme vivant de façon aussi simple. Il tenta d'argumenter, dit que Han était un idiot, qui ne comprenait rien aux opportunités, mais ses paroles se heurtaient au calme de Han comme les vagues se heurtent à un rocher millénaire. L'homme finit par s'en aller, furieux, accélérant sa voiture et soulevant une poussière qui se rassaya bientôt sur la route de terre. Han sourit simplement, essuya la poussière de son établi et continua son travail. Il savait que la véritable opportunité de la vie était de pouvoir dire non à ce qui n'était pas vrai, pour pouvoir dire oui à ce qui importait réellement pour son cœur. Monsieur Lee, qui avait écouté la conversation cachée derrière la clôture, entra dans l'atelier en courant, les mains sur la tête en signe de désespoir. « Han, tu as perdu la tête pour de bon !» cria-t-il, les yeux presque exorbités. « Tu viens de chasser une fortune de ta porte. Avec cet argent, tu aurais pu être l'homme le plus important de cette région. Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils sauront que tu as préféré rester pauvre plutôt que d'accepter la proposition du grand marchand? Ils vont rire de toi, Han. Ils vont dire que la vieillesse a effacé ton jugement. » Han arrêta le polissage un instant et désigna le petit écureuil qui était revenu chercher des graines dans le coin de l'atelier. « Lee, mon vieil ami, regarde cet écureuil. Il a assez de graines pour aujourd'hui et pour l'hiver. S'il essayait d'accumuler toutes les graines de la forêt d'un coup, il n'aurait nulle part où les garder et passerait toute sa journée à surveiller son trésor, de peur que d'autres ne le lui volent. Il cesserait de jouer dans les branches, il cesserait de sentir le soleil sur ses poils, il cesserait d'être un écureuil heureux pour être un gardien de graines malheureux. J'ai ma maison, mon feu, mon thé et mon bois. Qu'est-ce que l'argent pourrait me donner de plus que je n'ai déjà ici maintenant? L'importance que les gens accordent aux autres est comme l'ombre d'un nuage. Elle est ici maintenant. Dans un instant, le vent l'emporte et plus personne ne s'en souvient. Je ne veux pas être important pour les autres. Lee, je veux être important pour mon propre silence. Laisse-les rire. Leur rire n'enlève pas la douceur du manche de ce marteau. Maudit. Lee s'assit sur une souche de bois, épuisé rien qu'à entendre un tel calme. Il regarda ses propres mains qui tremblaient d'anxiété, puis les mains de Han, qui étaient fermes comme les racines du figuier. Pour la première fois depuis des années, Lee ressentit une envie profonde, non pas de l'argent que Han avait refusé, mais de la liberté qu'il possédait de n'avoir besoin de l'approbation de personne pour être heureux. Il resta là en silence, regardant Han travailler, et pour la première fois, le bruit des oiseaux dans son esprit commença à diminuer un peu, laissant place à une tranquillité dont il ignorait l'existence. Les années continuèrent de passer, peignant d'argent ce qui restait des cheveux de Han, et sillonnant sa peau de plus de rides qui semblaient des chemins de sagesse. Anna, la tisserande, faisait maintenant des tapisseries célèbres dans toute la vallée, non pas parce qu'elles étaient luxueuses, mais parce qu'elles transmettaient un calme que les gens cherchaient désespérément. Elle travaillait désormais à son propre rythme, et quand quelqu'un se plaignait de la lenteur, elle souriait simplement et disait que la laine avait son propre temps de maturation. Elle et Han devinrent de grands amis et se retrouvaient souvent sur le banc de la colline pour regarder les étoiles et discuter des petites choses de la vie, celles que la plupart des gens ignorent parce qu'ils sont trop occupés à être importants. Un matin de printemps, alors que les fleurs de cerisier couvraient le village d'un tapis rose et blanc, Han sentit que ses mains étaient plus lourdes que d'habitude. Il prépara son thé, mais cette fois, il eut du mal à tenir le bol. Il n'eut pas peur. Il savait que le corps humain est comme un outil qui, après beaucoup d'usages, a enfin besoin de se reposer. Il appela Koji, un jeune orphelin du village à qui il avait commencé à enseigner le métier du bois il y a quelques années. Koji était un garçon silencieux,
aux mains fortes et aux yeux qui savaient observer le détail. « Koji, mon fils, » dit Han d'une voix faible mais pleine de tendresse, « aujourd'hui est le jour où tu vas terminer ton premier banc tout seul. Je vais simplement m'asseoir ici à l'ombre et te regarder travailler. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné. Ne regarde pas l'horloge, regarde la fibre du bois. Ne pense pas à ce que les acheteurs diront à la foire. Pense au repos de celui qui s'assiera sur ton banc dans 50 ans. Le bois ressent ton cœur, Koji. Si ton cœur est pressé, le bois se fendra. Si ton cœur est en paix, le bois deviendra éternel. » Koji travailla toute la journée sous le regard attentif et aimant de Maître Han. Il sentit le poids de la responsabilité, mais il sentit aussi la force des enseignements qu'il avait reçus. Quand le soleil commença à se coucher, le banc de Koji était prêt. Il n'était pas parfait comme ceux de Han, mais il y avait en lui une vérité indéniable. Han passa la main sur le bois, sentit la douceur de la finition et fit un signe de satisfaction. « Tu as appris le secret, Koji, » dit Han, fermant les yeux dans un soupir de bonheur. « Tu as appris que la partie la plus importante du travail est celle que personne ne voit, car c'est là que réside notre intégrité. Maintenant, porte ce banc sur la colline et place-le à côté du mien. Ils restent là, ensemble, pour montrer que la paix peut être enseignée et que le silence est la plus belle langue qu'un homme puisse parler. » Cette nuit-là, Maître Han s'endormit et ne se réveilla plus dans ce monde agité. Il partit comme il avait vécu, en silence, sans éclat et en parfaite harmonie avec le rythme des choses. Le village entier pleura son départ, et même Monsieur Li, au milieu de ses larmes, dit que Han avait été l'homme le plus riche qu'il ait jamais connu. Anna tissa un manteau de laine blanche et pure pour couvrir le corps du maître, et Koji le porta dans ses bras jusqu'au lieu de repos sous le grand figuier. On dit que, jusqu'à aujourd'hui, quiconque monte sur la colline et s'assoit sur l'un des deux bancs de chêne ressent un calme profond qu'il ne peut expliquer. Les gens disent que là-bas le temps s'arrête, que les problèmes semblent petits et que la voix du monde devient un murmure lointain. On dit que, si vous fermez les yeux et respirez profondément l'odeur du bois et de la résine, vous pouvez encore entendre le son d'un rabot travaillant de façon rythmique et douce. Chi, chi, chi. Et au milieu de ce son, une voix de grand-père semble dire à l'oreille que peu importe ce que le monde pense de vous, tant que vous êtes en paix avec la douceur de votre propre âme, cette partie que personne ne voit, mais qui soutient toute la beauté de ce que vous êtes. Maintenant, suivez votre chemin avec calme. Souvenez-vous de Maître Han. Votre paix ne dépend pas de celui qui vous observe, mais de la vérité que vous portez en vous. Parfois, s'en aller n'est pas fuir. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin de vous épuiser dans des endroits qui ne respectent pas votre essence. Tout comme ce banc de chêne, vous avez de la valeur pour ce que vous êtes, pas pour les applaudissements des autres. Lâcher ce qui fait mal n'est pas abandonner. C'est enfin choisir son propre silence. Chaque fois que le monde extérieur semblera trop bruyant, ce refuge sera là, à vous attendre. Laissez le cœur se reposer, comme un lac qui ne force rien, et pourtant reflète le ciel entier. Si cette histoire vous a apporté un souffle d'air, laissez un « Je suis en paix » dans les commentaires. Cela aide ce message à atteindre ceux qui sont aussi fatigués de porter des poids qui ne sont pas les leurs. N'oubliez pas le cadeau que j'ai choisi pour vous, épinglé en commentaire. Et enfin, souvenez-vous, votre paix commence quand vous cessez de vivre pour les yeux des autres.